Bonjour à toutes et tous. Alors, ce matin, Pierre Combris nous a dit « La dématérialisation, c'est cool ». Et je partage son avis, surtout parce que la dématérialisation, ça va permettre l'ouverture. Et l'ouverture, ça, c'est super cool. C'est super cool pour les consommateurs et c'est aussi super cool pour les industriels, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a appris ce matin qu'il y avait 300 données sur les produits. Et effectivement, même en regardant un packaging aujourd'hui, il y a beaucoup de données. Et ce n'est pas forcément très lisible ni très compréhensible. Il faut avoir une bonne vue et des fois, il faut avoir des connaissances en nutrition assez avancées. Là, il y a un de ces deux puddings de Noël qui vous fera passer un très mauvais Noël si vous êtes allergique au gluten. Mais ce n'est pas forcément évident de savoir lequel au premier coup d'œil. Alors, dans le même ordre d'idée, on a pris une photo dans le rayon céréales pour petit déjeuner d'un supermarché. Si je vous demande en 15 secondes, puisque vous avez 15 secondes pour choisir un produit, lequel de ces paquets de céréales est le plus qualitatif sur un plan nutritionnel, eh bien, il faut vite se dépêcher d'aller retourner tous les paquets pour aller comparer le tableau nutritionnel. Du coup, on s'est dit que nous, en tant que consommateurs, on pouvait peut-être essayer d'apporter notre brique de solution à ce problème. Et on a imaginé Open Food Facts, qui est un peu comme un Wikipédia pour les produits alimentaires. C'est une grosse base de données avec tous les produits. Elle est collaborative et citoyenne, c'est des gens comme vous et moi qui la créons. On est sans but non lucratif, on est une association 1901 et personne n'est payé. Et surtout, elle est ouverte. C'est-à-dire que les données sont en open data, vous pouvez aller sur le site, télécharger toute la base et en faire tout ce que vous voulez. Alors voilà comment ça marche. Ça, c'est un slide que j'ai ajouté tout à l'heure pour montrer comment on crée cette base. On scanne, on a une application Android, iPhone, Windows Phone qui permet de scanner les produits. Et si on n'a pas les produits dans notre base, on va vous demander de prendre des photos du tableau nutritionnel, des listes d'ingrédients, etc. Puisqu'on l'a vu ce matin, c'est l'emballage qui fait foi. Donc nous, dans notre base, non seulement il y a les informations, mais vous pouvez aller vérifier la photo du tableau nutritionnel ou de la liste des ingrédients pour être, si vous avez un doute sur un élément. Alors cette base de tous les produits, toutes les informations sur tous les produits du monde entier, il y a un des intervenants ce matin qui a dit c'est un rêve. Alors c'est vrai, c'est un rêve qui est partagé par 1200 personnes. Et j'espère que ce soir, il sera partagé par peut-être 1300 personnes, en ajoutant les 100 qui sont dans cette salle. Et à nous tous, on a déjà ajouté 27 000 produits de plus de 100 pays différents, dont 20 000 pour la France. C'est un projet qui a démarré en France il y a 3 ans. Et ces données, c'est toutes les données qu'il y a sur les emballages. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de prix, donc rassurez-vous. Voilà. Alors la raison pour laquelle nous, on a créé cette base de données, c'est parce que elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres bases de données à l'époque, il y a 3 ans, il y avait Shopwise, il y avait Prixing, mais elles étaient toutes fermées. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site, mais vous ne pouvez pas télécharger la base de données, la mettre dans Excel et puis aller jouer avec ou la réutiliser pour d'autres applications. Alors que ces informations, pour nous en tout cas, c'est des données d'intérêt public. Elles peuvent servir à des tas de choses. Elles peuvent servir aux consommateurs pour comprendre, rechercher des produits, choisir des meilleurs produits. Elles peuvent servir aussi, justement, quand on les met en open data et que tout le monde peut les utiliser, elles peuvent servir à créer plein de nouveaux produits et services innovants. Et enfin, elles sont utiles aussi pour améliorer le système alimentaire dans son ensemble. Alors sur la partie compréhension des étiquettes, on a travaillé récemment avec l'équipe du professeur Erkberg du Programme national nutrition et santé pour mettre en place le système de notes nutritionnelles ABCDE qu'il propose. Donc on a une application mobile qui permet de transformer une boîte de conserve ou un paquet de ketchup en objet connecté. On fait de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de scanner le code barre, on passe son téléphone devant le paquet de ketchup et hop, on voit apparaître des informations qui sont
plus claires ou plus synthétiques. Donc là, nous, on a choisi de mettre ces informations qui sont les feux tricolores nutritionnels et le score proposé par le professeur Ekberg. Alors bien sûr, décoder les étiquettes, ça peut être aussi analyser la liste des ingrédients pour, par exemple, déterminer quels sont les allergènes, le gluten, le lactose, etc. Et puis comme c'est une base de données, ça permet de rechercher des produits. Si vous avez un enfant qui est allergique au gluten ou au lactose et que vous cherchez des biscuits au chocolat, plutôt que d'aller essayer de faire ça dans le rayon, sur le site, vous pouvez dire « je veux trouver tous les biscuits au chocolat sans gluten et sans lactose ». Alors bien sûr, quand on a une base de données, c'est tentant de comparer les produits. Ça, c'est un graphique que vous pouvez faire tout à l'heure sur le site openfoodfacts.org. Vous pouvez prendre n'importe quelle catégorie de produits. Alors, donc là, j'ai pris nos céréales pour petit déjeuner tout à l'heure. Et j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur l'axe horizontal, je vais mettre le sucre et puis le gras sur l'autre axe. Et on voit que justement, des céréales, il y en a, ils sont très différentes. Par exemple, on a des céréales avec quasiment la moitié de sucre et d'autres avec beaucoup moins de sucre. Alors ça, bien sûr, c'est utile pour choisir ce qu'on va consommer. Et ce qu'on espère aussi, c'est que ça va encourager vous, les industriels, à essayer de vous déplacer sur cette courbe et à proposer des meilleurs produits. C'est un peu l'effet 60 millions de consommateurs quand ils publient des comparatifs. On a envie d'être dans le top du comparatif plutôt que dans les mauvais élèves. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, donc ça c'est un peu les applications évidentes, le décryptage, la comparaison. Mais comme on a mis ces données en open data, elles sont ouvertes, ça permet de créer des tas d'innovations innovantes. Là par exemple, on utilise les informations qui sont sur les produits, c'est les codes emballeurs, les numéros d'agrément européens. C'est quelque chose pour le consommateur, ça ressemble à pas grand-chose, c'est le code INSEE de la commune. Mais nous, ça nous permet de les placer sur une carte. Donc on a créé cette carte, c'est emballé près de chez vous, qui montre où sont fabriqués les produits. Et puis justement, on parlait tout à l'heure de différenciation. Comment est-ce qu'on se différencie ? Nous, on aimerait bien travailler avec des industriels qui seraient prêts à aller un peu plus loin que dire ce produit, il est emballé là. On aimerait bien savoir... c'est ça qui est super avec les données sur les produits, c'est on commence à ouvrir un peu et on a envie d'en savoir plus. Moi, j'ai envie de savoir dans un paquet de steak haché, non seulement où il a été emballé, mais d'où est-ce que vient la vache, qu'est-ce qu'elle a mangé, est-ce que c'était du soja transgénique d'Amérique latine, ou alors est-ce qu'au contraire, elle broutait dans un pré en Normandie. Donc s'il y a des industriels qui sont prêts justement à jouer le jeu de la transparence sur la provenance des ingrédients, on aimerait bien étendre cette carte avec les ingrédients. Et je pense que ça pourrait être un bon critère de différenciation pour vous, surtout que le consommer local est très à la mode en ce moment. On peut aussi calculer des empreintes carbone, etc., comme le fait Laurent pour mes goûts. Un autre exemple de réutilisation, c'est une expérience qui a été faite avec la FING, la Fédération Internet Nouvelle Génération, et les données d'Intermarché. C'est qu'on croise les données des cartes de fidélité des supermarchés avec les données d'Open Food Facts pour justement pouvoir traquer semaine après semaine. Est-ce qu'on achète plutôt des produits de plus en plus sains ou au contraire, c'est les fêtes approchent, on se laisse aller. Donc ça peut être intéressant à mesurer. La mesure de soi ou le Quantified Self est à la mode également. Et juste un dernier exemple d'application, on en a 12 comme ça pour l'instant, et j'espère bientôt plus. C'est Nomagot, c'est une application de gestion de frigo. C'est-à-dire que vous faites vos courses et vous dites, vous scannez les produits pour les mettre dans votre frigo, et l'application vous alerte quelques jours avant la date de péremption. Et ça, c'est une application qui pourrait être améliorée justement avec des systèmes comme ceux de le databar de GS1, où on pourrait encoder non seulement le code barre du produit, mais aussi la date d'expiration. Alors ces données aussi, on était vraiment très heureux de pouvoir contribuer, de travailler avec le professeur Ekberg du Programme national nutrition et santé. Donc non seulement on a calculé le score nutritionnel et les notes pour les 20 000 produits dans notre base, mais surtout après, on a pu redonner ces données justement aux équipes de recherche pour qu'ils puissent regarder, par exemple, là j'ai pris les fromages, quelle est la distribution des scores et donc des notes pour les fromages.
Et après, ils peuvent se poser la question de est-ce qu'il faut adapter tel ou tel critère, etc. Et la semaine dernière, on a rencontré la Food Standard Agency au Royaume-Uni pour travailler sur des sujets similaires. Et ça, c'est très sympa aussi parce qu'en tant que citoyen, ben voilà, on peut faire de la science citoyenne et s'inviter, enfin, on peut essayer de faire quelque chose de positif, nous aussi. Alors, dans mon titre, je disais que la transparence avait du bon pour tout le monde, y compris pour les industriels. Je ne sais pas si vous connaissez cette étude qui s'appelle The Market for Lemons. Alors les lemons, ce n'est pas les citrons, c'est les voitures d'occasion aux États-Unis. Et il y a cet économiste, George Akerlof, qui a fait donc justement cette théorie qui dit que plus un marché est asymétrique, c'est-à-dire que dans le cas des voitures d'occasion, mais aussi dans le cas de l'alimentation, le vendeur, le fabricant, sait tout du produit, il sait quel ingrédient il a acheté et où et à qui, il sait ce qu'il a fait, et, il sait ce qu'il vend. Et le consommateur, lui, il sait que ce que le vendeur lui a dit. Et quand ce marché est asymétrique, il y a une perte de confiance. En fait, l'opacité entraîne une certaine méfiance et finalement, le marché marche moins bien. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces mentions, 30% de sucre en moins, riche en protéines, etc. Est-ce que le consommateur les croit encore? C'est pas forcément sûr. Du coup, moi je vous encourage à plus de transparence parce que je pense que c'est bon pour tout le monde, y compris pour l'industrie, pour sortir de ce cercle de toujours moins cher et donc toujours finalement moins bon. On pourrait peut-être essayer de faire l'inverse, tendre vers des meilleurs produits, peut-être un peu plus chers, pourquoi pas. Et donc, la transparence, c'est montrer ce que vous faites de bien, bien sûr. Si vous faites du bio, du commerce équitable, vous avez tout intérêt à être transparent, mais même si vous avez des bons ingrédients, etc., autant le dire. Bonne Maman le fait, par exemple, sur ses paquets. Hein, ils mettent la recette, etc., parce qu'effectivement, il n'y a aucun autre additif. Si Bonne Maman le fait, pourquoi pas les autres? Voilà, donc améliorer ce qu'on peut faire et restaurer cette confiance. Et en conclusion, voilà, j'ai envie de vous dire, soyez ouverts. Les intervenants de ce matin, Pierre, à chaque fois, leur a posé la question, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos données? Et la réponse était toujours, oui, nous, on est ouverts, discutons-en. Allons-y, discutons. On va être là tout à l'heure. Il y a mes coordonnées qui sont là. Appelez-moi et voyons ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir les données pour le bien de tous. Voilà. Et donc on accepte aussi bien les XML les plus évolués, des tableaux Excel. On serait très content d'avoir des données justement qu'on puisse marquer certifiées par les producteurs pour restaurer cette confiance. De même pour les photos. Aujourd'hui, c'est des consommateurs qui prennent les photos. Du coup, vos produits ne sont pas forcément super bien mis en valeur. Si vous avez des belles photos, donnez-les nous. Merci beaucoup. Des questions? Oui, bonjour. Je voulais savoir comment les produits sont mis à jour, si c'est les consommateurs qui en mettent des nouveaux à chaque fois. Une excellente question. Ils sont mis à jour justement en fait, par les consommateurs. Et c'est pour ça qu'on préférait les avoir directement des producteurs. Mais ça fait ça fait 2 ans et demi qu'on a comme on a commencé le projet. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a déjà des produits qui ont changé de composition. Et ça nous intéresse beaucoup, comme le faisait remarquer, il y avait une question de Pierre à ce sujet. Nous, ça nous intéresse beaucoup de voir l'évolution des produits dans le temps. Et pour vous dire, on a même un projet d'archéologie alimentaire où on va rechercher des produits d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour voir à quel point est-ce qu'ils étaient différents, comment est-ce qu'ils ont évolué. Donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Comment savoir quelle est la dernière recette? Alors, toutes les informations qu'on a, tout est ouvert, tout est transparent. Donc, on voit quelle est la date de dernière modification du produit. Ça fait que, entre guillemets, 3 ans qu'on existe. Donc, on n'a pas tant de produits que ça qui ont changé. Mais on va commencer effectivement à mettre des petits messages quand vous allez aller sur notre application, que vous allez scanner un produit. On va sans doute rajouter bientôt un message d'information si ça fait par exemple, je sais pas, plus d'1 an que le produit n'a pas été mis à jour. On va vous dire attention, nos dernières informations datent d'il y a 1 an. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des nouvelles photos?
Mais effectivement, la meilleure solution, c'est ce qu'on a vu ce matin, hein, c'est des catalogues de GS1 et autres, et ouvrir ces informations. C'est pour ça que c'est super cool qu'elles soient dématérialisées, puisqu'elles vont pouvoir être ouvertes. Excusez-moi, c'est un débat. Nous, on considère que c'est des données publiques, puisqu'elles sont sur les paquets. Ce sont des faits, donc il n'y a pas de droit d'auteur attaché aux faits. Après, je ne suis pas juriste. Donc ce qui nous intéresse, c'est de mettre à disposition de tous le maximum d'informations qu'on peut trouver sur les produits. Donc on met tout ce qu'il y a sur l'emballage, y compris justement ces petits codes emballeurs qui nous permettent de trouver des choses. Mais on met des informations qui ne nous paraissent pas forcément utiles aujourd'hui, mais qui pourraient l'être plus tard. Par exemple, sur une bouteille en plastique, il y a un petit code, un petit numéro dans un triangle. Ça indique le type de plastique qui est utilisé. Pour d'autres applications, justement, savoir si une canette est en métal ou en acier pour le recyclage, en acier ou en aluminium, c'est intéressant de le savoir. Donc on ne préjuge pas des utilisations. C'est ça la beauté, entre guillemets, de l'open data et des données ouvertes. C'est qu'on met à disposition des données et il va y avoir d'autres gens différents de nous, parfois plus créatifs, plus imaginatifs, qui vont trouver des utilisations inattendues de ces données. Si j'ai bien compris, le seul mode d'apport par les contributeurs, c'est les photos des emballages, c'est bien ça? Alors c'est les photos et le site. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a des photos, on essaye de faire de la reconnaissance optique de caractères pour qu'on n'ait pas besoin de tout retaper. Ça marche très bien quand la photo est bien nette sur un paquet bien plat, mais déjà sur une boîte de conserve ronde, c'est plus compliqué de le faire marcher. Donc on a des personnes qui saisissent aussi les informations, mais c'est des personnes comme vous et moi. On est tous bénévoles, on est tous contributeurs. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le risque qu'on a sur Wikipédia d'avoir des informations erronées? Alors par rapport à Wikipédia, nous on est seulement sur des faits, des données, c'est exactement les mêmes qui sont sur l'emballage. Donc il n'y a pas le risque de vouloir présenter les choses d'une façon ou d'une autre, comme c'est sur Wikipédia où il y a des guerres d'édition pour faire passer un point de vue. Le risque qu'il peut y avoir, par contre, c'est des erreurs de saisie, où là justement on essaie de mettre en place des systèmes pour pouvoir les repérer. Les graphes que je vous ai montrés tout à l'heure, justement, si on voit que dans une catégorie, il y a un produit qui est complètement à l'ouest, entre guillemets, on va aller regarder pour vérifier si c'est correct ou non. De même que s'il y a plus que de sucre que de glucides, on va regarder. Et des fois l'erreur est sur l'emballage et pas dans notre base. Et le développement des applications, les 4 ou 5 que vous avez présentées, c'est pareil, c'est pas centralisé chez vous, c'est n'importe qui peut les faire ou... Alors, vous pouvez aller sur le site aujourd'hui, télécharger toute la base de données et faire votre application et même la vendre. Il y a juste 2 conditions à respecter. C'est les mêmes que celles de Wikipédia, par exemple. C'est mentionner quelle est la source, dire que voilà, c'est les données Open Food Facts. Et la deuxième condition, c'est le partage à l'identique. C'est-à-dire que si vous rajoutez des informations, si vous corrigez des informations, il faut repartager sous une licence similaire. C'est ce qu'on appelle le bien commun. Juste, vous dites notre banque de données est factuelle, on n'a pas de jugement de valeur, etc. Et pourtant, vous vous avez mis un logo avec des couleurs sur les aliments. Oui. Donc là, vous donnez un jugement de valeur aux aliments. Vous allez plus loin que ce pourquoi vous avez créé cette base, non? C'est vrai en partie. Alors, comme le disait Megou, c'est le système qui est préconisé par le programme national nutrition et santé français. Donc, alors il y a un grand débat effectivement sur est-ce que c'est bien, pas bien. On n'entrera peut-être pas dedans aujourd'hui, on peut en discuter. Je serais ravi d'en discuter avec vous plus en avant. Je vous donnerai ma carte. Je vais ajouter un point là-dessus, c'est que justement, avec tout ce que tu viens de présenter, ce débat n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'on peut projeter en réalité augmentée, comme tu l'as très bien monté, ce qu'on a choisi de projeter sur le produit. Si moi, je choisis tel système de signalisation nutritionnelle,
C'est mon problème. Je prends les avis que je veux, je fais comme je veux, et je projette ce que je veux sur les produits. Donc si en fait le système est aussi ouvert pour les filtres qui sont branchés sur les données, le problème après, c'est de discuter de la validité de chaque filtre, de recueillir les avis des professionnels concernés, etc. Et si moi, il y a un seul nutriment qui m'intéresse dans la vie et pas les autres, je peux décider d'afficher sur tous les produits qui passent devant mon smartphone un feu rouge ou un feu vert, uniquement sur le fait que cet ingrédient est en deçà ou au-dessus d'un certain niveau, et je ne vois pas pourquoi on m'empêcherait de le faire. Et donc, tout à fait. D'ailleurs, ce matin, j'ai rencontré pour la première fois un nutritionniste qui réutilise nos données et qui, lui, a mis au point un système de score nutritionnel qui est complètement différent de celui préconisé par le professeur Erkberg. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les données et permettre à d'autres de créer des applications. À la limite, les applications que nous, on en fait, c'est plus des exemples de ce qui serait possible pour donner des idées à d'autres et envie d'en faire plus. Ce n'est pas vraiment une question. Je suis de l'Association française des intolérants au gluten. Et je voulais juste dire que la maladie cœliaque, les céréales contenant du gluten ont été mises dans la liste des allergènes à déclaration obligatoire pour le problème maladie cœliaque et non pas pour l'allergie au gluten, qui existe, mais en très très faible, très peu de nombre. Il y a surtout effectivement de l'allergie au blé, mais c'est pour la maladie cœliaque que ça a été mis dans cette liste des allergènes à déclaration obligatoire. Merci.